Tous les bulletins de vote qui ont été rajoutés dans plusieurs États sont des bulletins de vote à 100% pour Joe Biden. Alors imaginez que des bulletins de vote, où qu'ils aient été ramassés, puissent être à 100% pour un seul candidat. C'est quelque chose qu'on peut trouver en Union soviétique au temps de Joseph Staline, mais ce n'est pas quelque chose qui est concevable dans une élection d'un pays moderne. Guy Millière, bonjour. Boker Tov, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Las Vegas, vous êtes résident depuis plusieurs années aux États-Unis. Vous avez bien entendu suivi de très près ces élections. Et le moins que l'on puisse dire, lorsque l'on vous lit ces derniers jours dans différents médias ou sur différents journaux, eh bien, c'est que vous contestez le résultat des élections présidentielles américaines. Vous parlez même d'un coup d'État médiatique contre Donald Trump. Alors, expliquez-nous sur quoi reposent en tout cas les contestations possibles dont on a parlé ces derniers jours et qui sont à l'étude aujourd'hui même de la justice américaine. Oui, les contestations sont en cours, elles sont multiples. Et au départ, c'était des contestations qui reposaient simplement sur l'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York. Mais maintenant, c'est monté au niveau du ministère de la Justice. Le ministre de la Justice, William Barr, a demandé à tous les procureurs fédéraux de mener des enquêtes dans les 6 États qui sont concernés par des résultats extrêmement litigieux, à savoir le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, le Nevada, l'Arizona et la Georgia. Et donc ces enquêtes sont en cours. Des plaintes ont été déposées par Rudy Giuliani lundi aux tribunaux de Pittsburgh et de Philadelphie. Des plaintes vont être déposées à Detroit. Des plaintes vont être déposées ensuite dans le Wisconsin à Milwaukee. Alors aidez-nous, extrêmement sérieuse. Aidez-nous, Guy, justement à clarifier un point. Jusqu'à présent, on a le sentiment que ces contestations ne sont pas appuyées par des preuves tangibles. Est-ce que, à votre avis, d'après ce que vous saviez aujourd'hui, il y a ces avocats, ces procureurs qui ont été saisis, disposent de preuves véritables, tangibles, qui peuvent remettre en cause le résultat des élections dans chacun de ces États mentionnés ? Oui, tout à fait. S'il n'y avait pas d'épreuves tangibles, le ministre de la Justice, William Barr, n'aurait pas déclenché des enquêtes de façon à ce que tout soit approfondi. Il y a des centaines de témoignages qui ont été faits sous serment, et quand un témoignage est fait sous serment, il y a un risque de parjure et de poursuite en justice. Donc les gens qui ont fait ces témoignages sont très sérieux, et il y a une multitude de preuves qui sont données. Donnez-nous un exemple. Je ne peux pas vous les donner toutes parce qu'il y en a tellement. Je dirais que c'est une opération frauduleuse qui s'est déroulée en 2 temps. Le premier temps a consisté à envoyer 100 millions de bulletins de vote, y compris à des gens qui n'avaient rien demandé. Cela devait suffire aux yeux du Parti démocrate, ça n'a pas suffi, puisque dans la soirée des élections, les décomptes ont été arrêtés dans les 6 États que je viens de citer, vers 10 heures du soir, tous en même temps d'ailleurs, et ensuite les décomptes ont repris le lendemain matin, et par miracle, des bulletins de vote en faveur de Joe Biden sont apparus. Alors, parmi les preuves, il y a le fait que, par exemple, tous les bulletins de vote qui ont été rajoutés dans plusieurs États, entre autres dans le Wisconsin et dans le Michigan, sont des bulletins de vote à 100% pour Joe Biden. Alors imaginez que des bulletins de vote, où qu'ils aient été ramassés, puissent être à 100% pour un seul candidat. C'est quelque chose qu'on peut trouver en Union soviétique au temps de Joseph Staline, mais ce n'est pas quelque chose qui est concevable dans une élection d'un pays moderne. D'autre part, il y a des preuves de falsification de signatures. Dans plusieurs bureaux de vote du Wisconsin, par exemple, 60% des signatures sur des bulletins qui sont arrivés d'ailleurs après la date sont porteurs de la même signature. Alors, à moins d'imaginer que des milliers de personnes ont exactement la même signature, il y a quelque chose qui est pour le moins extrêmement douteux. Alors, il y a tout de même, il y a une multitude de choses qui sont sur la table. Alors, vous avez, je le disais en introduction, vous avez accusé la presse et les médias américains d'avoir provoqué un coup d'État médiatique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire par là que les médias ont appelé quasiment immédiatement, dès le matin du 4 novembre, même des fois certains dès le soir du 3 novembre, Joe Biden président élu. La notion de président élu est une notion qui n'existe pas dans le système juridique américain. Maintenant, on parle de bureau du président élu, c'est quelque chose qui n'existe pas non plus. Pourtant, Guy, je dois mentionner. Il y a un président élu quand quelqu'un a atteint 270 grands électeurs et que ces grands électeurs ont été désignés après certification des résultats par les parlements des États concernés. Alors pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Donc, pourtant, j'ai souvenir, Guy, qu'il a fallu attendre samedi soir, c'est-à-dire je crois que c'était le 8 novembre, pour que, en tout cas du point de vue au côté israélien, et les chaînes reconnaissent, les chaînes américaines aussi reconnaissent que la victoire est allée à Joe Biden. On n'a pas, c'est-à-dire l'élection confirmée de Joe Biden n'a été annoncée que samedi soir, on va dire heure d'Israël, je suppose dans l'après-midi de samedi, et pas avant par les chaînes de télévision américaines. Si, il y a des chaînes qui l'ont énoncé dès le 4 novembre, ça c'est certain. La première à avoir énoncé ces résultats a été CNN, cela a été suivi par MSNBC, et puis Fox News est arrivé plus tard. Fox News est arrivé effectivement le 8, mais c'est dans cet ordre que les choses se sont passées, et les principaux journaux américains soutiens du Parti démocrate, le New York Times et le Washington Post, ont annoncé cela aussi avant le 8 novembre. Mais de toute façon, il est un fait, c'est que Joe Biden n'est pas le président élu. Je le répète, Joe Biden n'a pas obtenu aujourd'hui 270 grands électeurs parce que les résultats de l'élection sont des résultats qui n'ont pas été certifiés dans les 6 États que je viens de citer. Okay, alors, attribuer à Joe Biden la victoire dans des États où les votes n'ont pas été certifiés est une usurpation des faits. Alors, je voudrais bien comprendre les choses. Au niveau du timing, il reste combien de jours aux avocats de Donald Trump pour prouver devant la justice qu'il y a eu infraction? Quel est le calendrier de ces prochaines semaines? Qu'est-ce qu'il reste comme temps avant justement que Joe Biden ne soit proclamé président et que la cérémonie n'intervienne le 20 janvier? Ce n'est pas du tout sûr qu'il soit proclamé président. Les dates butoirs sont les dates qui ont été énoncées dans différents États pour présenter des résultats certifiés. Il n'est pas certain que ces dates seront tenues dans la mesure où maintenant les contestations sont en cours. Des États comme la Georgia ont commencé à décidé de procéder à un recompte manuel. En Pennsylvanie, la situation est très compliquée parce que la Cour suprême, par la voix du juge Samuel Alito, a exigé de la Pennsylvanie que tous les votes arrivés après le 3 novembre à 8h du soir soient mis à part, parce que ces votes sont des votes illégaux et que ne soient comptés que les autres bulletins. La Pennsylvanie a répondu, on a mélangé tous les bulletins et on ne sait plus lesquels sont arrivés après 8h du soir le 3 novembre. Alors moi j'ai une question à vous poser. J'ai une question. Ça a entraîné des litiges judiciaires très très graves et très importants. Ok, alors j'ai une question à vous poser, Guy. Comment expliquer finalement, puisque vous le disiez vous-même, il y a eu 100 millions de bulletins de vote qui ont été envoyés par les démocrates. Tout cela se fait sous l'administration de Donald Trump. Comment expliquer que Donald Trump, qui a été très vigilant sur beaucoup de points, eh bien, ait laissé passer ce développement? Comment expliquer, par exemple, qu'il n'y ait pas eu du côté républicain, puisque ça a l'air d'être une pratique courante aux États-Unis, des falsifications ou des fraudes également du côté républicain, donc comment expliquer que Donald Trump se soit laissé faire dans cette affaire alors qu'il savait que apparemment que les démocrates allaient agir de la sorte, si vous l'accusez comme cela? Oui, mais Donald Trump en a parlé plusieurs fois quand il a vu qu'on envoyait des dizaines de millions de bulletins. Il a dit c'est très très propice aux fraudes et je suis certain qu'il y aura des fraudes. Mais simplement les États-Unis sont un État fédéral et donc l'organisation des élections est quelque chose qui se fait au niveau de chacun des 50 États. Donc Donald Trump ne pouvait pas intervenir et demander aux États de procéder d'une manière différente. C'est les États les États démocrates en l'occurrence, qui ont décidé de procéder de cette façon.
et il ne pouvait pas s'y opposer. L'organisation du dépouillement même relève des différents États, et là non plus, Donald Trump ne peut pas intervenir. Par contre, à partir du moment où il y a fraude avérée avec des preuves, eh bien là, cela devient des crimes fédéraux. Et quand il y a des crimes fédéraux, le gouvernement fédéral peut intervenir, mais il ne peut pas intervenir avant. Donc Donald Trump savait qu'il allait y avoir des fraudes, mais il ne pouvait pas intervenir avant que ces fraudes soient attestées et soient avérées. Et donc maintenant, effectivement, les affaires sont entre les mains des tribunaux dans plusieurs États, entre les mains des parlements de ces différents États. Certains ont décidé de faire procéder à des recomptages manuels parce qu'il y a un autre problème qui s'est posé, c'est que les machines qui sont utilisées pour décompter les bulletins sont des machines électroniques très souvent, sont des machines qui permettent elles-mêmes des fraudes. Donc il y a une multitude de degrés dans les fraudes. Donc il y a des recomptages manuels qui sont organisés en Georgia et qui vont être organisés en Arizona, par exemple. Mais ce sont deux États qui sont dirigés par des républicains dans lesquels les fraudes ont eu lieu dans des villes tenues par des démocrates, dans des villes dont les maires sont démocrates. Donc c'est un cas un peu différent. Dans des États qui sont gouvernés par des démocrates, il n'y a pas eu de décision de ce genre. C'est pour cela que les plaintes déposées par Rudy Giuliani et les avocats qui l'accompagnent ont été déposées dans les États démocrates. Si ces plaintes n'aboutissent pas, la Cour suprême sera sans doute impliquée, et la Cour suprême est la gardienne de la Constitution et la gardienne du droit, et donc la Cour suprême pourra se trouver face à une situation où elle devra trancher au nom de la Constitution et au nom du droit. Jusqu'à quand elle est là pour trancher ? La Cour suprême, donc la réunion des grands électeurs doit avoir lieu le 12 décembre. Donc il y a jusqu'au 12 décembre pour avoir des recours et pour que la Cour suprême... C'est-à-dire un mois très exactement. Et si jamais il n'y a pas, ce qui est une possibilité, si jamais il n'y a pas 270 grands électeurs désignés pour un candidat, la décision reviendra au Congrès, et en l'occurrence à la Chambre des représentants, mais d'une manière très particulière, qui est prévue par la Constitution. La Chambre des représentants qui est présidée par une démocrate. Oui, mais ça ne change rien parce que la décision dépendra des États. Et actuellement, vous aurez donc la désignation d'un représentant par État en fonction du nombre de représentants qu'il y a dans les États. Or, pour le moment, vu la situation dans les différents États, les républicains auront la majorité à ce moment-là. Alors, Guy, je voudrais profiter qu'on parle ensemble, même si pour l'instant on est donc dans une période intérimaire où il n'y a pas, selon vous, de reconnaissance donc de l'élection de Joe Biden. Tout de même, pour vous poser une question, en supposant que Joe Biden sera le prochain président des États-Unis, quelle est votre appréciation de sa lecture sa lecture de la situation au Proche-Orient? C'est important pour ce qui se passe en Israël. Est-ce que vous pensez que Joe Biden reviendra à la politique de Barack Obama ou qu'il sera plus proche, on va dire, de la politique de Bill Clinton? Déjà, en préalable, je dirais que je ne me situe pas dans l'hypothèse d'une victoire de Joe Biden. On l'a bien compris. Je pense qu'il y a de fortes chances que Joe Biden ne devienne jamais président, et je dirais que ce serait une bonne chose parce que c'est aussi un autre dossier que les médias occultent. Joe Biden est quelqu'un de très corrompu. Je laisse ça de côté, je pourrais y revenir une autre fois. Mais enfin, pour ce qui concerne sa politique, il faut bien voir que le Parti démocrate n'est plus le parti de l'époque de Bill Clinton. C'est un parti qui a été entièrement remodelé sous Barack Obama. Donc au minimum, la politique qui pourrait être suivie concernant le Proche-Orient serait une politique qui situerait dans la continuité de ce que Barack Obama a fait, et ce serait même, je pense, c'est un risque très net, une politique encore plus à gauche, plus pro-palestinienne que celle de Barack Obama. Et puis il y a quelque chose qui concerne très directement Israël dans la région, c'est que les démocrates veulent absolument revenir dans les accords avec l'Iran et lever toutes les sanctions qui frappent l'Iran actuellement. Et puis ils ne l'ont pas caché, ils veulent revenir à l'idée d'une solution à deux États, renouer
avec l'autorité palestinienne en disant qu'un État palestinien doit pouvoir voir le jour dans l'intégralité de la Judée-Samarie avec Jérusalem-Est. Moi, je ne parle jamais de Jérusalem-Est. Comme vous le savez, Daniel, oui. Je suis partisan d'Israël, je défends Israël, j'aime profondément Israël. Et quand je suis à Jérusalem, je ne vois pas de Jérusalem-Est et de Jérusalem-Ouest. Bon, mais les démocrates, eux, ils voient cette différence et donc ils voudraient que Jérusalem-Est devienne la capitale d'un État palestinien. Donc ce sont des positions assez proches des positions que l'on a dans différents gouvernements européens et ce sont des positions que je pense extrêmement délétères pour Israël, qui serait soumis dans ce cas-là à des pressions. Et je dirais que le fait que l'Iran puisse retrouver des forces ne serait pas non plus une bonne nouvelle pour Israël. Alors, et une dernière question, également optionnelle, également conditionnelle, à supposer que Donald Trump doive quitter la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, est-ce que vous pensez que pendant les 70 jours qui restent, plus ou moins jusque-là, il va instaurer une forme de politique du fait accompli dans différents dossiers, en particulier dans le dossier proche-oriental ? C'est tout à fait possible. En tout cas, ce qu'il faut savoir, et ce que des gens ne voient peut-être pas, c'est que Donald Trump est quelqu'un qui ne renonce jamais. Et Donald Trump considère qu'il est dans son droit, et qu'il défend le droit, qu'il défend le suffrage universel, qu'il défend la Constitution, et c'est son devoir. Quand un président des États-Unis prête serment, il prête serment sur la Bible, il prête serment pour défendre la Constitution, pour défendre la démocratie, pour défendre la République américaine, et c'est quelque chose que Donald Trump n'a cessé de prendre très au sérieux. Eh bien, Guy Millière, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On a bien compris votre positionnement aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin à l'heure de Jérusalem, hier soir heure de Las Vegas, puisqu'il est encore, on est au début de la nuit à Las Vegas. Merci d'être resté réveillé avec nous ce matin pour nous expliquer votre position. Et à bientôt, Guy. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.